Go, ils ne veulent pas en fait cesser la division, simplement parce que pour des raisons de personnes et pour des raisons, je dirais, de fierté mal placée, ils vont encore se diviser. Tant mieux, vous me direz, comme ça au moins ils n'auront pas Paris, mais ils auraient pu, ils avaient l'occasion, si vous voulez, là, avec le départ de Griveaux, départ qui est d'ailleurs assez hallucinant, hein. Là encore, c'est une marque du macronisme, puisque c'est quelqu'un qui était candidat pour être le premier magistrat d'une des plus grandes métropoles du monde, et qui, sur une affaire qui n'est pas répréhensible, sur une affaire de sextape qui est mal déplacée, mais enfin qui n'est pas illégale, décide finalement de mettre le genou à terre et d'abandonner en race campagne. Et vous dites ça, il y avait l'occasion d'unifier voilà, avec Cédric Villani, vous parlez de lui. Oui, parce que attendez, ça ne vous a pas échappé que depuis des semaines, le casse-tête, c'était précisément comment faire en sorte d'unifier la candidature, alors que Cédric Villani avait présenté une candidature dissidente, en quelque sorte. Et donc, en fait, le casse-tête, c'était comment faire pour unifier les deux. D'ailleurs, le président de la République avait convoqué Cédric Villani à l'Élysée pour essayer de trouver une solution. Ça n'avait pas marché. Et donc là, coup de théâtre, il y avait la possibilité, si vous voulez, de dire, sans que personne ne perde la face, de dire finalement, compte tenu des circonstances, alors que nous sommes à un mois de l'élection, pour éviter de perdre la ville de Paris, on peut éventuellement s'associer avec Villani. Mais là encore, le macronisme est un narcissisme, et donc on dit non, on préfère ces histoires de personnes, vouloir remplacer quelqu'un absolument pour démontrer qu'ils n'ont pas tort. On va demander à Serge Griveaux parasite la campagne, Jean Messia. Elle n'aurait pas dû, parce que si Benjamin Griveaux avait été le candidat qu'il annonçait être, puisqu'on sait très bien que la caractéristique aussi de Macron, c'est de se présenter comme des gens très compétents, qui ont un brio intellectuel affirmé, des gens un peu disruptifs. Et là, on s'aperçoit, moi j'étais sidéré qu'en race campagne, pour quelque chose encore une fois qui n'est pas répréhensible, Benjamin Griveaux retire sa candidature de manière aussi intempestive. Il aurait pu, je dirais, assumer, affronter, dire effectivement, oui, j'ai commis quelque chose, voilà, je me suis amusé, je regrette, point. Ça se fait dans des sociétés au sein des États-Unis. On se souvient de Jeff Bezos, et pourtant, Dieu sait que la société américaine est une société particulièrement puritaine. Je pense que c'est ça la caractéristique aussi du macronisme, c'est une certaine forme de couardise. C'est-à-dire que le macronisme n'a pas le cuir épais. Ce sont des gens qui, effectivement, peuvent crâner, frimer, etc. Et au moindre coup de vent, ils s'aplatissent et puis ils se retirent. Alors, d'ailleurs, Griveaux n'est pas le seul symbole de ça, hein. On se souvient que Emmanuel Macron avait lâché des milliards au moment de la crise des Gilets jaunes. Il n'a pas lâché les milliards par sympathie pour les Gilets jaunes, mais aussi à cause de la frousse. Je me souviens qu'Emmanuel Macron, pendant sa campagne présidentielle, avait dit un système de retraite unique pour tous. Et là, c'est pareil. Il y a eu des manifestations, la frousse, et donc on a reproduit les régimes spéciaux qu'on appelle maintenant les régimes spécifiques. Et tout est comme ça, si vous voulez. La France est gouvernée par des gens qui, à chaque fois qu'ils ont peur, s'aplatissent. Et ça, c'est très inquiétant. Quoi qu'un réfugié politique soit également un activiste d'extrême gauche, alors bien sûr qu'on est troublé, mais je veux dire, il faut être troublé pour toutes les situations. On a aussi des migrants islamistes qui arrivent dans notre pays, à qui on accorde le droit d'asile et qui, quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard, mettent des coups de couteau ou commettent des crimes sur notre territoire. Alors je comprends, si vous voulez, que la majorité est choquée et interloquée parce que ça la touche, parce que ça touche un de ses membres éminents. Donc effectivement, là, tout le discours auquel on a droit sur l'humanisme de l'accueil des migrants, des réfugiés politiques, etc., s'effondre. J'entendais avec stupéfaction un député de La République En Marche nous dire qu'il fallait foutre, passez-moi l'expression, Piotr Pawlenski dans un avion. Oui, Pawlenski, pardon, dans un avion. Mais attendez, quid de tous les islamistes qu'il y a chez nous? Pourquoi on ne les met pas dans les avions qui commettent des crimes également? Alors c'est deux poids, deux mesures. On a un discours de vérité sur les réfugiés politiques qui commettent des actes répréhensibles sur notre pays uniquement quand ça gêne la majorité ou un des membres de la majorité, mais quand ça touche des Français, les derniers de cordée, les gens qui ne sont rien, qui sont dans les rues, là on jette un voile pudique en disant ça ne nous regarde pas. Non, je crois que maintenant, il faut que la majorité assume ce discours qu'ils ont sur un cas exorbitant qui les touche personnellement,
et qu'ils aient enfin le courage d'avoir un discours de vérité sur l'ensemble de la problématique des réfugiés politiques. Nous n'avons pas une prime à la morale, évidemment. Elle ne doit pas passer au-dessus de la justice. Donc il faut pouvoir traiter cela de manière correcte pour être juste vis-à-vis de tout le monde. Donc vous condamnez en fait les propos de votre collègue qui dit qu'il faut, sans justement décision de justice, qu'il faut mettre cet activiste réfugié politique en Russie dans un avion. Parce que si vous voulez, vous pouvez pas... Je ne crois pas qu'il ait dit sans décision de justice. Écoutez bien ses propos, il a dit il faut le foutre dans un avion. Déjà qu'on fout ce mec dehors, il est réfugié politique, il est venu demander l'asile, il se comporte comme un salopard et n'a aucune notion de ce que peut être un comportement adapté dans une société éclairée. Donc pour moi, s'il y a une première chose à faire, c'est de le mettre dans un avion, direction la Russie, et il verra avec M. Poutine s'il peut faire ce genre de conneries. Raphaël, il a évoqué évidemment ce qu'il pourrait espérer de la France, et je crois qu'on est plusieurs quand même à le penser, en disant évidemment il ne faut pas qu'il sorte impuni de cela, quand bien même la réalité de son inculpation. Votre discours est assez curieux parce que vous dites d'un côté, quand il s'agit de ce monsieur, il ne faut pas qu'il s'en sorte impuni, il faut absolument qu'il ait une sanction, voire qu'il se fasse virer en dehors du territoire national. Non, mais monsieur, vous extrapolez là, et pourtant, lorsque nous évoquons... Vous avez extrapolé les propos de mon collègue également. Non, c'est pas extrapolé, je vous assure, écoutez les propos, c'est exactement ce qu'il a dit. Et lorsque nous vous disons il faut expulser des fichiers S islamistes du territoire national, là, vous convoquez l'état de droit pour dire on ne peut pas faire ça. Donc d'un côté, il y a un état de droit, et dans l'autre, il n'y en a pas. Déjà, un cliché, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Ce n'est pas parce que les gens sont pris en photo qu'il faut mobiliser toute une théorie du complot pour dire que c'est la démocratie qui est menacée. C'est comme depuis ce matin, les macronistes nous disent la Russie est impliquée dans des attaques, etc. Soit vous avez des éléments concrets à donner et à apporter à l'opinion publique et aux Français attestant les assertions que vous proclamez depuis ce matin, et à ce moment-là, il faut prendre les décisions. En diplomatie, ça s'appelle virer l'ambassadeur de Russie à Paris pour des faits, s'ils sont avérés, qui sont quand même assez graves. Soit vous n'avez aucun élément à apporter, et à ce moment-là, il ne faut pas agiter des chiffons et dire que des puissances étrangères s'immiscent dans... Allez, on ne vous mettra pas d'accord.